saying that please don't come to Delhi, we can sign an agreement in Agra itself because we don't want all of you to come to Delhi. Donc la marche a débuté le 2 octobre, le ministre du gouvernement central était sur place. Non, il n'y a pas besoin de marcher à Delhi, on fait tout ce que vous voulez. Non, on marche, sauf à avoir un document écrit en main. Il est reparti pour Delhi, il est revenu quelques jours plus tard. Les documents sont vrais, et aussi, on en reste là. Ça, c'était 10 jours plus tard. So from that angle, this was historical, that never before in India, the government will sign an agreement in front of thousands of people. They will sign an agreement inside their office, not openly like that. So signing an agreement, 10-point agreement with people of India, poor people of India, was a historical event. Et ça a été quelque chose, c'est vraiment un événement historique, c'est la première à vous imaginer, un représentant de l'autorité centrale qui vient signer en pleine rue, devant des milliers de personnes, un accord, non pas chez eux, dans leur bureau ou dans leur ministère, mais vraiment sur place, un accord en 10 points qui a été signé donc sur place. So out of 10 points, 8 points were small and 2 points were major. So 8 points are nearly done and the major 2 points are still pending. Donc sur les 10 points, il y en avait 8 qui étaient moins importants et 2 qui étaient cruciaux. Évidemment, les 2 plus importants sont encore en suspens. So one major point is that the government of India will announce a national land reforms policy, a policy that will guide the government in terms of how the land should be used. Whether the land will be used all for multinational companies or land will also be used for poor people, for agriculture, etc. So this was the guiding factor. And the draft is ready, the draft is in circulation now, but the government has to put a final seal and that is not done. Donc le premier point important, c'est une véritable politique de réforme agraire qui a été convenue, c'est-à-dire une sorte d'outil directeur qui devrait définir pour le pouvoir central la manière dont on va utiliser la terre. Est-ce qu'on va la confier à des multinationales? Est-ce qu'on va permettre aux pauvres, aux plus pauvres de s'en servir? Est-ce qu'on va consacrer cette terre à l'agriculture par exemple? Donc il y a un projet, il y a un texte qui est prêt, qui est en cours d'étude et d'examen actuellement, mais qui n'est pas encore appliqué. The second important point is that everyone in India who doesn't have land for shelter should be given land. That means 40% of Indians, about 40 million Indians, without shelter, living on the railway track, living on the roadside, living in private land, constantly under threat that their homes will be demolished either by the department or by government. They should be given a piece of land to put up their own shed. And this was agreed, the draft is ready, but the government is not ready to move that draft in the parliament to make it a law. Le deuxième point très important, c'est le principe de donner un terrain pour que les gens puissent se constituer au moins un abri, un lieu où vivre. Il faut savoir qu'il y a 40 millions de personnes en Inde qui n'ont pas ce petit lopin de terre pour vivre. Ce sont des gens qui vivent le long de la voie ferrée, sur les routes ou sur des terrains privés. Et évidemment, ils courent la menace constamment de voir ce quotidien où ils vivent être démolis ou alors qu'ils soient délogés. Donc ces gens-là, ce qu'on veut faire reconnaître, c'est le droit à un petit bout de terrain sur lequel vivre. Donc c'est quelque chose qui a été accepté par les pouvoirs publics. Il y a un texte qui a été rédigé. Malheureusement, les pouvoirs publics ne sont pas, en tout cas pour l'instant, disposés à soumettre ce texte au Parlement pour qu'il fasse l'objet ensuite d'une loi. So when they were under the pressure of people, they said, okay, we will do it. But now the government is under the pressure of land mafias and multinational companies, so they don't want to do it. So this is a constant struggle, that how can we use people's pressure, people's power to force an elected government to perform in the interest of the people, the poor people,
not in the interest of multinational companies and powerful lobbies. So this struggle is a constant struggle in countries like India. Voilà, donc quand ils ont été sous pression, les pouvoirs publics, ils ont dit d'accord, et sous la pression des pauvres, et puis maintenant qu'ils sont sous la pression des multinationales et de différentes mafias qui sont présentes, ils changent leur fusil d'épaule et ils disent non. Donc c'est une lutte constante qu'il faut mener, il faut maintenir en permanence cette pression pour exercer un pouvoir sur ces autorités, pour forcer ces gens qui sont des représentants élus du peuple à agir en faveur et dans l'intérêt des plus pauvres et non pas sous la contrainte des multinationales et d'autres sphères d'influence. So let us remember what Gandhi said. You know, Gandhi said there is enough for everyone's need and not enough for anybody's greed. So this is a constant struggle between greed and need. People who want to accumulate, never-ending desire to accumulate, never-ending desire for wealth on one side, and never-ending hunger and problem on the other side. So in this constant struggle, how do we use non-violence and non-violent, active non-violence in order to tilt this process? Is the challenge that we are all faced with. Alors, c'est ce que disait Gandhi en ses propres mots. Il disait, c'est un peu une lutte constamment entre le besoin qui vient s'opposer, les besoins de certains qui sont en lutte avec l'avidité des autres. C'est toujours une affaire de lutte entre la volonté d'accaparer les choses pour soi et les autres qui ont des besoins et qu'il faut prendre en compte les besoins. Cette lutte, eh bien, elle se mène et c'est dans le cadre de cette lutte qu'il faut se demander comment, dans un tel contexte, on peut utiliser la non-violence pour faire avancer les choses. Une non-violence active. And this is the question that people are raising across the globe. When I come to France, people are asking me, how do we use non-violence, active non-violence, to counter the forces that are taking our land? When I go to Brazil, people are asking how can we use active non-violence? So slowly, as I travel across the globe, I find people are really keen to know how to use active non-violence to challenge a state, a government that is not functioning in the interest of the poor but functioning all the time in the interest of multinational national companies. So this is a very interesting area of discussion. Voilà. Donc c'est la question qu'on se pose partout. La question c'est, et on l'a posée ici en France, comme on a pu la poser au Brésil aussi, c'est comment est-ce qu'on concrètement on peut utiliser cette non-violence active. Et je vois que, vu ces questions qui sont posées un peu partout, lentement mais sûrement c'est une idée qui fait son chemin partout dans le monde. Comment utiliser cette idée qui séduit, comment utiliser cette non-violence active pour défier, contester l'action des États qui agissent non pas dans l'intérêt des plus pauvres, mais plutôt sous la pression des multinationales. Right. I can expand on that subject later, but now let me take the next question. This was a long answer for a short question. Sorry for it. Alors, je peux revenir, bien sûr, on peut revenir un petit peu plus tard à tout ça. Ça, c'était une première explication peut-être un petit peu longue. Est-ce que vous avez des questions à poser à ce stade? Thank you. I'll ask in English and translate. Glad to hear you and meet you today. I've been meeting two movements in India, maybe you know them, the Braj Foundation and the Krishna, lately working on the depollution on the Yamuna River. My question is simple: how do you guys coordinate your movement and other movements? En français, ça donnerait, il y a d'autres mouvements qui travaillent notamment à la dépollution, il y a l'agriculture, le sabotage, on vient de voir. Comment est-ce que vous coordonnez toutes ces actions en Inde? One important area in which we continue to work is this challenge. How do we pull our energies together rather than
dividing the energies. Une des questions, des points sur lesquels on réfléchit en ce moment, sur lesquels on travaille, c'est précisément ce que vous évoquez, à savoir comment plutôt mutualiser et mettre ensemble nos énergies, les mettre ensemble plutôt qu'elles restent fragmentées. So just before this long march in 2012, I, with a group of people, traveled across India, covering a distance of 80,000 kilometers for 1 year, just get all those people on one platform around this issue of people's control over land and livelihood resources, including land, forest, water. Il se trouve que justement j'ai fait un grand tour de l'Inde, puisque j'ai parcouru 80 000 km en un an avec d'autres personnes qui étaient avec moi. On a fait littéralement tout le tour de l'Inde pour essayer de faire cet état des lieux, ce recensement de comment on pouvait agir pour protéger la terre, les ressources en eau, en forêt. So we had meeting with about 2,000 organizations in 1 year, and we were able to bring 800 organizations on one platform for Jan Satyagraha 2012. Donc nous avons rencontré quelques 2000 organisations pendant ce grand tour de l'Inde et on a réussi à fédérer à peu près 800 organisations autour de cette marche que nous avons organisée en 2012. Let me put it this way. In India we have social movements driven by different ideologies. Donc en Inde, pour dire les choses peut-être simplement, on a différents mouvements sociaux qui sont entraînés dans le moteur, sont des idéologies variées. So one set of groups are inspired by Mahatma Gandhi, so they are called Gandhian movement. And another set of movement are drawing inspiration from Karl Marx, so it is called Marxian movement. Then you have third set of movement, which is called socialist movement. And at the end you have the Dalit movement, which is called Ambedkar movement. The inspiration comes from Ambedkar, Dr. Ambedkar. So very often social movements are divided around ideological ground, and because of this 1 year yatra, 1 year travel across the country, we were able to get almost everyone together on the issue of land and livelihood resources and for this long march. Voilà. Bon, pour simplifier, il y a des grandes tendances de fond en Inde idéologiques. Il y a la grande sphère qu'on va appeler la sphère gandhienne, donc tous les gens qui se réclament et s'inspirent du Mahatma Gandhi. Après, il y aura l'idéologie marxienne ou marxiste autour de Karl Marx. Après, une grande sphère de réflexion socialiste. Et enfin, toute l'école de la CDI. Ambedkar. Autour de Dr. Ambedkar. Donc ça c'est la quatrième sphère de réflexion. Il se trouve qu'on a fait le tour de tous ces gens-là pendant un an et on a réussi à rassembler et fédérer ces idéologies assez disparates autour de cette marche et de cette nécessité de se mettre ensemble pour faire toute cette réflexion pour la réforme agraire. Similarly, coming to your question, there is an effort, a serious effort, to coordinate with movements that are working on land, water, seed, forest, etc. So these are all different major movements. There is one major movement on seed led by Vandana Shiva. There is a huge water movement led by a person called Rajendra Singh. There is a huge network of forest workers. So all these movements which are focusing on particular issue are also trying to come together and create a force. Donc il y a ce qu'on évoquait à l'instant et puis il y a une autre sphère d'action et de personnes actives qui sont centrées autour de problématiques le déboisement ou les forêts, avec un leader, des gens qui réfléchissent autour du problème des semences, qui ont également un chef de file, la problématique de l'eau, qui est aussi un autre pôle de réflexion, et puis tout ce qui est le foncier, l'agraire, la terre, aussi un autre pôle de réflexion. Et on a donc ces 4 grands mouvements, et là aussi, on a réussi
à mobiliser tout le monde, à rapprocher tout le monde autour d'une action unique. But I admit a lot more need to be done because the way we are losing resources, we strongly feel that a lot more efforts need to be made in terms of coordinated efforts to get the government to behave differently. Après, vu la perte de ressources à laquelle on assiste, on se dit qu'il y a encore une énorme marge pour améliorer la coordination de l'effort entre tous ces pôles d'action et de réflexion pour infléchir les décisions des pouvoirs publics. So there's a question and perhaps an idea, maybe. So I agree with you when you said that governments do not work for the people but for the multinationals. So the idea is that perhaps people should not pay taxes because governments basically are funded from the taxes coming from the people, not from the multinationals. So if you don't pay the taxes, if you could get organized so that no one in India, well, hopefully no one, pays the taxes, and you let the multinationals pay the taxes, soon the government of India will figure out that there is not enough money that the multinationals can pay for the education, for the health, etc., etc. And, without the money, obviously they will have to do that what the people want. Donc, brièvement, pour ceux qui... l'idée, ça serait peut-être d'agir sur l'impôt, c'est-à-dire tout le monde fait la grève de l'impôt, cesse de payer les impôts, les particuliers, sachant que comme ce ne sont pas les multinationales qui sont les grandes sources de revenus fiscaux, c'est probablement cette action générale de la population qui cesse de remplir les caisses de l'État, ce qui alimente ensuite tout ce qui est le système éducatif, la fonction publique, aurait une influence certainement. See, the direct tax in India comes mainly from the middle class and upper middle class. And they are very happy with the development model as it is today. Right. So they have no problem with the government. Multinational companies coming and national companies taking resources is only creating wealth for them, the middle class and upper middle class. So they have no problem. They will pay tax, they will also steal tax. Right. But the poor people are basically paying indirect taxes. When you buy rice, when you buy dal, when you buy this, no? And so there are efforts. Various kinds of agenda boycott. We will not cooperate. Non-cooperation is an agenda, absolutely. At various levels one can non-cooperate. And recently there's a huge agitation in Delhi that people said we will not pay the fee for electricity because electricity services are not given us properly. So many kinds of non-cooperation movements are emerging, and yes, you are right. That is one way to challenge the state. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la fiscalité directe et les impôts directs, c'est surtout les classes moyennes et les classes plutôt aisées qui acquittent cet impôt-là. Et c'est des gens qui sont parfaitement heureux de la présence des multinationales, parfaitement contents de ce que font les pouvoirs publics. Et parce que de toute façon, quand une multinationale vient s'installer en Inde, pour eux, c'est tout bénéfice, ça accroît leur richesse. Après, les plus pauvres, qui sont concernés par notre action, sont des gens qui payent des taxes indirectes sur leurs achats, quand ils achètent du riz, à manger, etc. Une fiscalité indirecte. Mais de toute façon, ils ne seraient pas concernés par cette grève de l'impôt. Après, ce que vous évoquez est tout à fait juste, c'est-à-dire que ça, c'est un mouvement de type « je refuse de coopérer ». Et bien, ces mouvements avec refus de coopérer ou de coopérer, c'est effectivement un levier d'action. Par exemple, il y a eu assez récemment à Delhi, tout à coup, le gens disent on arrête de payer l'électricité, on ne veut pas payer, les services sont pas bons, on n'est pas content de ce qu'on soit. Nous, on fait la grève de la facture d'électricité. Donc, oui, le refus de coopérer, c'est un levier d'action. I will end by saying, there is no tax on agriculture in India. So what is now happening? All rich people are
buying land in the name of agriculture. So they buy up land wherever is possible, and this is how black money get converted into white money. So you invest in land, you convert your money, then you sell the land to companies later on, you earn huge amount of money. So land buying and selling speculation has become a big business by the people who do black marketing and deal with black money. So it has become more difficult for poor people to retain land and resources in India. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il n'y a pas de taxation, il n'y a pas de fiscalité sur l'agriculture, et la manière dont ça se passe, c'est qu'en fait, souvent, les riches indiens acquièrent des terres. C'est un moyen, en fait, c'est un outil de blanchiment pour les gens qui travaillent au noir, qui font du lac, en gros. Et ensuite, ces terres, une fois achetées par ces gens-là, vont être revendues dans les règles de l'art à des entreprises. Autant dire que sur tout ce qui est le foncier, il y a une énorme spéculation de plus en plus importante en Inde qui est liée à l'existence du blanchiment, des gens qui travaillent sur ce blanchiment. Oui, bonsoir. J'ai lu un article dernièrement dans Le Monde, enfin peu importe, qui concernait l'avenir de l'Organisation mondiale du commerce, et dans cet article, il disait que l'OMC était, l'avenir de l'OMC dépendait de ce qu'allaient faire les pays en voie de développement, dont l'Inde, qui souhaitait défendre notamment ses agriculteurs et ses petits agriculteurs. Donc, est-ce que vous confirmez ça? Est-ce que vous y êtes pour quelque chose? I think this, the emerging countries have a big role in relation to WTO. I fully agree with you. And basically, what you call the BRICS countries, Brazil, South Africa, India, China, Russia, these countries will have a great role in terms of deciding the future of WTO. I think the article is correct. So, and that is why the fear is also that these countries are now competing to be a kind of a superpower. They are not, in countries like India, we are not trying to follow what Gandhi said. We are basically trying to compete in terms of buying nuclear power, inviting more and more people to invest in India, because it is all investment driven, and becoming part of a superpower, in the club of superpower. And that is a very dangerous trend that is happening. And the competition between, not only with the West, but also competition between these countries, it's like if China is going and buying large area of land in Africa, India will try to buy more land in Africa. This is the competition. So the WTO will be strengthened by this process, and their influence on WTO will be basically strengthening the WTO, the World Trade process. Donc, vous évoquez l'importance des pays émergents par rapport à l'avenir de l'OMC. Oui, effectivement, ils sont très importants, les pays émergents, notamment ce qu'on appelle les BRICS. Et la crainte, si vous voulez, par rapport à ces pays émergents, c'est qu'ils cèdent à la tentation de vouloir rejoindre les superpuissances et de devenir des superpuissances eux-mêmes. En Inde, actuellement, on ne peut pas dire que ce soit l'esprit de Gandhi qui soit très, très en vogue. C'est plutôt comment est-ce qu'on va se doter du nucléaire, et venez tous investir en Inde, comme ça on va être une superpuissance. Donc c'est une tendance qui est là et elle est dangereuse. Pourquoi? Parce que vous voyez, par exemple, on a ce risque de compétition entre ces BRICS et les autres pays, puis il y a aussi le risque de concurrence entre ces pays. Exemple, la Chine va acheter des terres pour investir beaucoup en Afrique, et bien l'Inde va mettre un point d'honneur à avoir encore plus de terres en Afrique que la Chine. Donc il y a ce phénomène de concurrence qui est là, qui est un danger, et pour cette raison-là en particulier, il est évident que ces pays-là vont avoir une incidence forte sur le devenir de l'OMC.
Actually, I was going to comment and also ask, maybe give an idea, just like my sister. There is a small country in the world that most media won't mention, and it's actually Bolivia, where the water was sold to Bechtel in 2006, I think. And then people were not allowed to drink without paying. Even they couldn't collect rain. So then there was a big movement, and now they have a new government. And there was a very interesting event maybe a year ago in Paris, where their ex-minister of agriculture came and told us about the movement and how, you know, the country is struggling with corruption. Because you mentioned corruption around the rules about how the land is sold and rebought and so on. And one idea that Bolivians are trying today, so their president and the government, Evo Morales and the others, are trying to put in place is they have a ministry of transparency. And it's a ministry that is especially designed to question every rich person about the sources with which they bought a particular property, hacienda, river, land, mountain, and if they don't have the document, the government takes it away and gives it to the people. So this would be one day, I hope in India, everyone who got their land or whatever through illegal means, they don't have documents. This is all money that went from one hand to the other. This would be the way, and I think the Bolivian idea is very good. They return the land that is not covered. There's no document, there was no answer. Yeah. Okay, sorry. Long question. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas, je vais te résumer brièvement. Donc, il y a la situation de la Bolivie qui est très intéressante. On se souvient qu'il y a quelques années, on avait atteint quand même une situation catastrophique dans ce pays où l'accès à l'eau n'était même plus public, y compris pour collecter l'eau les eaux usées. Et l'année dernière, l'ancien ministre de l'Agriculture bolivien est venu à Paris et il a beaucoup parlé de ce problème dans ce pays, et notamment de la corruption. J'y reviens parce que vous avez évoqué tout le problème de la corruption qui entache les transactions foncières en Inde et sur les transactions foncières. Donc il y a ce président qui est arrivé en Bolivie, le président Morales, qui fait des choses intéressantes, notamment il a nommé un ministre de la transparence, donc qui a pour tâche unique de vérifier si les transactions sont transparentes, de sorte que toute personne assez aisée en Bolivie qui va par exemple acheter une hacienda ou un bout de terrain ou la forêt ou une rivière avec une montagne va pouvoir justifier et documenter son achat en montrant la source, l'origine des fonds qui ont permis l'acquisition. S'il est en mesure de documenter par écrit l'origine des fonds, à ce moment-là, la vente est maintenue. S'il apparaît que c'est à l'issue d'une activité d'un achat qui est d'origine illégale, à ce moment-là, le bien qui avait été acquis sera restitué. Alors peut-être que ce sera une possibilité pour nous, ce genre de procédure. I think you are absolutely correct. If the leadership of a country wants to apply corrective measures, there's a lot of possibility, right? I mean, it may not be absolutely, it's not very easy, but then still, if the leadership is committed, then there is quite a bit of space for one to act. And even in Gandhi's own advice to the new government that was formed some 65 years back, was that he spoke about means and ends. He spoke about how do you make, how much money you make is not important, how do you make the money is important. According to them, the means are as important as ends, that is said. So what is now happening is, there is absolutely no question about means. It's all about ends. All those people who have money are respected. All those people with multinational companies are in the newspapers every day.
Nobody is asking how did these people make so much money? Where did they steal this money from? Right? And let me also take an example of immediately after freedom, Gandhi was asked by a British journalist, would you like to make India like England? And his answer was, look, in order to make an England, you have exploited half the universe. And if India would like to be like England, we will have to exploit more than one universe, he said. And so one universe will not be sufficient for it. So, this is an important question. Now, how did people make money? And that is why I was somewhat happy to meet some people in France who are speaking about ethical banking. Right now, I will put my money into the bank, but I would like to know where the money is being spent. Whether it is producing arms, making Coca-Cola. So I think this new debate of ethics in economy, see, this is very important. Everything economically correct need not be ethically correct. So this debate on ethics and economics should come immediately, as early as possible. There are some great economists sitting here, so I know that they are already raising this issue. So we will. You are right. You said it, and I hope we will take that up. Yeah. Merci. Bon, là, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que lorsque des dirigeants dans un pays ont envie de faire quelque chose et de remédier à des situations, il y a des mesures collectives qui sont possibles. C'est pas facile, mais c'est possible pour autant qu'il y ait la volonté, la volonté de le faire. Mais il y a un espace, c'est évident. Il y a quelques 65 ans, au moment où Gandhi était encore vivant, il a exposé un principe qui était très important pour lui, qui était bien faire la différence entre la fin et les moyens. La fin, c'est combien, les moyens, c'est comment. Et il a dit à quel point il n'était pas vraiment important de savoir combien on allait obtenir, combien on allait gagner, mais tout aussi important que ça, il y a le chemin, c'est-à-dire comment on obtient ce qu'on a obtenu, et que c'était largement aussi important. Or, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? C'est que c'est l'argent est roi. Qui est-ce qui est respecté? Quand on est riche, on est multinational, on est dans les journaux, on fait les gros types, et quand on est pauvre, on n'est pas respecté. Alors, qui se pose la question de savoir, mais ces gens-là qui sont très riches, ils ont d'où leur argent? Comment l'ont-ils gagné? J'allais dire, où est-ce qu'ils l'ont volé? Au moment peu après l'indépendance de l'Inde, au moment de la liberté, il y avait un journaliste anglais qui avait interrogé Gandhi et qui lui dit, alors ça vous plairait d'avoir un pays comme l'Angleterre, c'est de construire quelque chose maintenant qui ressemblera à l'Angleterre. Il dit, mais vous plaisantez. L'Angleterre, elle est quoi? Elle est le fruit d'une exploitation colossale de tout le monde et partout. Pour qu'on fasse une Inde qui serait à l'image de l'Angleterre, il faudrait qu'on ait exploité ce que vous n'avez pas encore exploité, il ne reste pas grand-chose. Donc, la question, c'est bien sûr de plus en plus, c'est pas seulement combien on gagne, mais c'est surtout comment on gagne. Et je me réjouis d'ailleurs, j'ai vu que là je suis en France ces jours-ci, et je vois qu'il y a une réflexion qui se fait de plus en plus autour de la banque éthique, c'est-à-dire que les gens maintenant, ils se disent, ok, moi je vais mettre mon argent quelque part, je vais le placer, mais je veux savoir ce qu'on en fait, la banque chez qui je laisse cet argent, elle en fait quoi? Est-ce que ça sert pour acheter des armes? Est-ce que ça sert pour financer la production de Coca-Cola ou de Coca-Cola? Bref, il y a tout un débat qui est en cours, un débat qui tourne autour de la moralité appliquée à l'économie. Et c'est un débat qui a lieu d'être et qui est même urgent. Je vois qu'il y a des économistes qui sont ici, je sais que des gens sont déjà en train de réfléchir à la question et qui sont au travail. Good evening. Good evening. If I understood well, after your long walk, you succeeded in having a signature from your government on 10 points. Now, if I understood well, the two major points are not applied. There is a non-violent issue in France, which is in Europe, which is starting to give very big fruits, which is called petitions. And there are many petitions going all around the world
starting anywhere in the world about any topic, which are giving really fruits. And if I may suggest, we could start a petition for the government, Indian, to accept to do what he promised he would do in terms of those 2 points which are not completed. And I'm sure if you start this petition all over the world, the same petition in all the countries you know, we could raise millions of voices asking the government to accomplish what he promised to do. Alors, on a quelque chose qui se fait de plus en plus dans le monde des interventions en Europe, c'est le principe des pétitions. Et les pétitions, c'est quelque chose qui marche très bien. Et on pourrait peut-être justement lancer une pétition pour forcer le gouvernement indien à respecter les engagements qu'il a pris et notamment à faire appliquer ces 2 derniers points, parce que si j'ai bien compris, vous disiez que sur les 10 points pour lesquels vous aviez eu un accord avec le gouvernement indien, en fait, les 2 plus importants restent encore en souffrance. Donc, on pourrait organiser une pétition pour les forcer à respecter leur engagement, à mettre en œuvre ces 2 derniers points, et nul doute que si on lance une pétition au niveau mondial, il y aura des millions de voix qui s'élèveront pour exercer cette pression. Thank you for saying what you said. There are 3 actions designed, this is very interesting because when 25,000 people marched in 2007, there were 25,000 letters to the Prime Minister of India from all over the world. And when 100,000 people marched, there were 100,000 letters. So, and these letters are very powerful. In fact, the march will have an impact, but the letters are also having an impact as far as the government of India is concerned. So now 3 actions are designed. One, the Parliament of India is going to be in session from the 14th to 22nd of December, this month. So there will be a parallel parliament, People's Parliament, outside. So while 500 parliamentarians will be inside, there will be 3,000 people outside for the same period of time. They will be in the house, these people will be in the window, outside. The second campaign designed is what you said. I mean, I met some MPs also yesterday, and I said, this is the time for us to have a letter campaign. So the draft is ready. Maybe tomorrow or day after tomorrow we will launch it. And you will be one of the signing it, I'm sure. Right. And the third one is related to the next election, which is going to be in 2014. We are beginning a campaign called No Land, No Vote. See, this is a big campaign where you say, if you want to vote, you should speak and act in terms of giving land and resources to people. So it's designed in a way, no land, no vote, a campaign. So that's also going to be launched soon in order to affect the next election in India. So there are many actions. Good, you said that. On a effectivement 3 pôles d'action qui sont en place en ce moment. Le premier, ce qui est intéressant, et je vous remercie d'avoir pris la parole, quand on avait fait la première marche en 2007, on avait 25 000 personnes qui ont participé à la marche, et il y a eu 25 000 lettres qui ont été adressées au gouvernement indien. Marche 2012, 100 000 personnes dans la rue, 100 000 lettres. Autant vous dire que si la marche a sa force, tous ces courriers, ils sont puissants également, ils ont un impact aussi important. Alors, on a 3 axes d'action qui sont prévus pour les temps à venir. D'abord, il faut savoir qu'il y a une session parlementaire qui commence le 14 décembre jusqu'au 22 décembre. Il y aura donc 500 parlementaires en train de siéger évidemment au Parlement et 3000 personnes dehors à les attendre, les uns assis à l'intérieur, les autres debout dehors à les attendre pour signifier notre présence. Après, effectivement, l'action que vous proposiez, les choses que j'ai rencontrées les parlementaires en Côte-d'Ivoire, on a mis au point le texte, et le texte est rédigé dans les jours qui viennent. Cette initiative est lancée, nous doute que vous serez le destinataire, je m'en réjouis. Et enfin, il y a encore un autre horizon qui est 2014, puisque c'est la prochaine élection, et là, on va lancer une campagne autour du slogan No Land, No Vote, pas de terre, pas de voix. Et on va essayer en fait d'exercer une pression en disant vous respectez ce que vous avez annoncé comme réforme agraire, ou alors nous on ne vote pas et vous n'aurez pas de voix. Bonsoir.
Je voulais juste revenir sur la remarque qui a été faite à propos de l'exemple bolivien et le fait de prouver l'acquisition foncière par un document pour éviter la corruption. Et je voulais émettre une réserve en disant que justement le problème de la documentation pour l'accès au foncier, il me semble que c'est problématique par exemple pour le cas de l'Afrique avec le droit coutumier qui n'a pas de trace écrite pour l'acquisition des terres ancestrales, et justement c'est comme ça qu'ils peuvent se faire retirer leurs terres par une multinationale ou voire le gouvernement qui vient dire non finalement c'est à nous parce que nous on a un papier et pas vous. Je voulais juste émettre cette réserve. I only want to add, recently we did a kind of a workshop for Brazilians, Colombians, Bolivians and people from Honduras. You know, we had a kind of a workshop in Bogota where we looked into various practices. See, what we are now looking is good practices. We want to really bring good practices into one basket. For example, in India we have what you call a land ceiling act. That means a family can keep only 40 acres of land, not more. If they keep more land, that's violation. In Brazil or Colombia, there is no land ceiling. You can have thousands of acres of land. Right? So how do you take the ceiling act to Brazil or Colombia? In Brazil and Colombia, there is a possibility for self-identification. If an Afro-descendant or indigenous person can identify himself or herself as an indigenous person or Afro-descendant person. In India, you have to spend a lot of money and run after the government officials to get a certificate that you are a indigenous person. So self-identification is not possible there. So we are basically trying to say this is good discussion. I like this. If all of us can put our mind and see what are the good practices in different parts of the world. When we speak about land reforms in India, we speak about Japan, Taiwan, Korea, where they had a very effective land reforms many years back. Now it is not there. So one task that we need to take is to bring good practices into a basket and take those references in our discussion with various governments and say, look, if this is possible in that country, why is it not possible here? If that is possible in Bolivia, because we are also translating the Bolivian constitution into English for our people, right? So if this is possible in one place, why is it not possible somewhere else, etc. So I think that is one task we can think of taking as a common task to educate ourselves and advance our advocacy work with various governments. En fait, pour rebondir sur ce que vous disiez, on a organisé un atelier il n'y a pas très longtemps avec des Boliviens, des Brésiliens, des Colombiens et puis des Honduriens également. C'était à Bogota et l'idée c'était justement de mettre en commun nos pratiques, de mettre ensemble nos pratiques et si possible des bonnes pratiques. Et par exemple, en Inde, on a une loi, une législation qui est intéressante, il y a un plafonnement du foncier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas détenir plus de 40 acres, une certaine quantité de terre, un certain terrain, et il y a un plafonnement de l'autorisation du foncier, ce qui n'est pas le cas par exemple au Brésil. Au Brésil, ou en Colombie, vous pouvez avoir des surfaces immenses, ça n'est pas limité. Autre exemple pour comparer les choses, en Inde par exemple, si on est indigène, on doit faire toute une procédure écrite avec des papiers compliqués pour prouver qu'on est de souche indigène, ce qui n'est pas le cas au Brésil. En Brésil, ils ont un système d'auto-identification où assez simplement on peut prouver qu'on est descendant d'origine afro ou qu'on est de population indigène. Tout ça pour vous dire qu'il y a possibilité de comparer ce qui se fait bien chez les uns et chez les autres. Parce que les bonnes pratiques, il faut les échanger. Nous, par exemple, autour de toute cette réflexion autour de la réforme agraire en Inde, on a fait quoi? On est allé voir ce qui s'était fait dans des pays comme le Japon, la Corée, Taïwan, qu'on mis en œuvre des réformes agraires il y a un certain temps
ans déjà pour voir quel était l'intérêt qu'ils avaient fait, quelles étaient ces bonnes pratiques. Alors on peut les prendre, toutes les mettre dans un panier et pour les partager et échanger. Alors c'est possible, on peut se dire, mais alors si telle chose a fonctionné, a été possible dans tel ou tel pays, pourquoi ne serait-elle pas possible d'ailleurs? D'ailleurs, en ce moment, nous, on est en train de traduire la constitution de la Bolivie en anglais, pour voir si elle vient tirer parti de quelque chose. Donc, oui, c'est intéressant, je pense que c'est une tâche qu'on peut se donner de travailler ensemble à la mise en commun de toutes ces pratiques, bonnes pratiques les uns et les autres. Yes. Bonsoir. Je voudrais revenir un petit peu sur ce que vous évoquiez tout à l'heure, avec d'un côté donc les personnes pour lesquelles vous agissez, c'est-à-dire les personnes des paysans sans terre, et de l'autre les classes moyennes et les classes plus aisées. Est-ce que dans vos agissements, dans toutes vos démarches, est-ce que vous essayez justement, j'avais le sentiment que vous mettez en avant une sorte d'opposition entre ces classes, et est-ce que dans vos démarches vous agissez pour sensibiliser les classes moyennes et les classes plus aisées, voilà, parce qu'on a l'impression en vous entendant que ces classes moyennes consommaient beaucoup de produits multinationaux. Est-ce que c'est des démarches que vous faites en plus de celles que vous faites vis-à-vis du gouvernement et des parlementaires? If I understood that question properly, within the Satyagraha philosophy, that fighting for truth or fighting for liberation, we believe that the struggle need to be transformative. That's the term we use, transformative, in the sense, while we liberate ourselves from poverty, we also have the responsibility to liberate the other person from his behavior of oppression. We generally say that we are victim of poverty, you are victim of accumulation and bad behavior. So we are all victims of different kind of things. So a good action will be very transformative. So we don't treat people as enemy. If you look at Gandhi's writings, he will say, I fight the British, but I don't hate British. I want them to transform as good people, not as oppressors and colonizers. So this philosophy is kept in mind, that we want to educate and help people to transform. So dialogue is always open. In fact, now I already had 3 rounds of dialogue with the major companies that are operating in India, to tell them that you are basically using violence, you are making this country very violent. So it is also in your interest that you don't practice so much violence in order to gain wealth, etc., etc. So there's an ongoing process of dialogue and education, not only with the poor people, but also with the so-called oppressors or the powerful lobbies. Merci. Donc toute la philosophie du Satyagraha, c'est en fait, comme je l'expliquais tout à l'heure, que on doit lutter pour atteindre la vérité. C'est une lutte, c'est un combat qui va de pair avec une transformation. C'est-à-dire qu'il y a une transformation qui se fait quand on quitte peu à peu son statut de pauvreté, dont on va sortir, mais il y a aussi une transformation qui va de pair avec celle-ci, qui va être la transformation de l'oppresseur, celui qui est de l'autre côté. En fait, on est tous victimes. Il y a d'un côté celui qui est victime de la pauvreté, mais en contrepartie de ça, il y a celui qui est victime de son côté de l'accumulation, de ce besoin de posséder. On est donc tous victimes, raison pour laquelle on ne conçoit pas autrui ou celui qui est différent comme un ennemi, bien évidemment.
C'est ce que Gandhi avait dit à l'époque quand il a dit « Moi, je combats l'Empire britannique, je combats les Britanniques, bien sûr, mais mon intention à terme, ce n'est pas de les détruire, c'est de les aider à se transformer pour qu'ils s'éloignent petit à petit de ce statut d'oppresseur et de colonisateur. » Tout ça pour dire que l'esprit dans lequel nous opérons, c'est un esprit où le dialogue reste possible, à telle enseigne d'ailleurs que j'ai moi-même en ce moment encore un dialogue ouvert avec trois grosses entreprises, les trois plus grosses entreprises les plus fortes et les plus puissantes en Inde, auxquelles j'essaie d'expliquer que leur comportement, leur façon de faire est violente, qu'elle est génératrice pour le pays de violence, et qu'il n'est pas dans leur intérêt à elles de cultiver et de faire croître, ne serait-ce que pour la protection de leurs propres intérêts, de faire croître un système de violence. Well, let me conclude that by saying the long march of such large number of people had a great impact on a positive impact on the government. Generally, police will try to prevent you from walking. You are going to walk on the national highway, and you are going to take over the national highway for 1 month. But in this case, police people came, but they were sent by their department to learn discipline from these ordinary people. They were not sent to control the people, but they said, go and be there and learn how poor people are so disciplined, how they are so well organized, and learn and report back to the head office. So there were so many policemen just to learn how ordinary people do things much differently than powerful people. Donc cette longue marche, elle a eu un impact important sur le gouvernement. Vous prenez les policiers, par exemple, il y a évidemment une marche comme ça, c'est mobiliser la voie publique, la route principale pendant un mois. Donc il y avait des policiers, mais en fait ces policiers n'étaient pas vraiment là pour maîtriser les choses, pour garder un œil sur la situation. Ce sont les supérieurs hiérarchiques qui les ont envoyés en disant allez voir. Ces gens-là, ils défilent dans le calme, ils sont disciplinés, ils sont organisés, alors observez, allez voir, revenez et faites un rapport. Il nous reste 5 petites minutes, donc on va prendre une question. Et juste avant, je voulais faire un petit partage par rapport à ce qu'on vient de dire. Quand on est arrivé dans la marche, donc nous on est habitué en France, pendant les peu de manifs que moi j'ai faites, c'est on rentre, après tout le monde crie, c'est vraiment le bordel. Et là, on est arrivé dans la marche, on ne connaissait pas du tout, on s'est retrouvé au milieu de 35 000 personnes qui marchaient en silence, de façon super alignée, on s'est retrouvé entre les rangées, en plus moi je faisais 2 tests sur tout le monde, et je ne savais pas du tout, les gens d'ailleurs ne regardaient pas, on ne savait pas du tout se mettre la façon qu'ils étaient. Quand tout à l'heure Rajat Gopal parlait de non-violence, c'est quelque chose que je trouve très fort. Il disait si on n'est pas complètement convaincu que la non-violence c'est le bon chemin, alors il peut y avoir des troubles. Et quand on rentre dans cette marche, en tout cas en Inde, vous sentez que les gens ils sont profondément convaincus qu'ils marchent pour leurs besoins et leurs droits, mais de manière non-violente. Et c'est très fort, je trouve. En tout cas, c'est très fort quand on l'a vécu. Well, this is nearly time to end, so I want to give you a small story from Gandhi. Yeah. Once a great historian came to meet Gandhi and told Gandhi, look, I am a historian, I am teaching history in the classroom, professor, and there is nothing called non-violent revolution. Because the French Revolution was violent, the Russian Revolution was violent, Chinese Revolution was violent. So Mr. Gandhi, why are you fooling Indians by saying that there is something called non-violent revolution? And he thought, I am provoking Gandhi and Gandhi is going to be very angry now. And Gandhi looked at him and smiled and said, Mr. Professor, you are teaching history, but I am making history. So, much later you may teach this history to people. So, I think we need to believe that non-violence is a very powerful tool, because I tell young people, violence is powerful as long as I have a gun. If I have a gun, I feel powerful. The moment you take away my gun,
I am the most powerless person. But non-violence is something internal. You are very powerful internally. You are not depending on gun. And you don't really care in facing any consequences for your action. I think the more people get convinced that non-violence can be a very powerful tool, and if we can use it in large number together, this is something that any government will find difficult to face. So I think a lot more understanding and training and motivation in terms of understanding and using non-violence will be a great thing for us to do. Donc, une petite anecdote de Gandhi pour clôturer. Donc, un jour, il y a un historien qui est venu voir, un grand professeur d'histoire, et moi j'enseigne l'histoire. Alors, vous parlez de la révolution non violente, mais moi, les révolutions que j'ai enseignées, c'est la révolution française, la révolution chinoise, la révolution russe, c'est hyper violent, tout ça. Qu'est-ce que vous racontez comme ça de vos Indiens? Ça n'existe pas, la révolution non violente. Gandhi est super furieux, il est en colère. Et il a regardé en soi, il a dit, vous enseignez l'histoire? Moi, monsieur, je fais l'histoire. Et tout ça pour dire qu'il était convaincu, bien sûr, que la non-violence est un outil puissant. Et c'est ce qu'il a expliqué, et c'est ce que je redis moi-même, c'est que la violence, c'est une force aussi longtemps que vous avez une arme. Parce que vous avez cette arme, et de l'instant où vous retirez cette arme, vous êtes complètement perdu, vous êtes nu, vous ne pouvez plus vous défendre. Alors que la non-violence, c'est une arme que vous avez, quoi qu'il arrive, on ne peut rien vous retirer si vous permet de l'exercer, et en plus vous n'avez pas à craindre les conséquences de vos actes, puisque vous ne faites de tort à personne. Et je pense que c'est effectivement une réflexion, si beaucoup de gens commencent à penser à ça, à réfléchir à ça ensemble et en grand nombre, bien évidemment ce type de mouvement, ce sera quelque chose auquel les gouvernements auront du mal à faire face et à contrecarrer. Ce sera compliqué. Merci à tous en tout cas d'être venus ici ce soir. Je tiens à remercier Raja Gopal pour sa présence et sa ferveur toujours. Je vous invite merci à Laurent et à Tareco pour le film qu'on ne manquera pas de diffuser. Et si les problématiques donc agraires en Inde vous intéressent, je vous invite à vous rapprocher de notre site internet, éventuellement nous contacter. Voilà, en tout cas, bonne soirée à tous et je vous invite aussi à faire un petit tour par la boutique et prendre un petit carré de chocolat avant de partir. Bonne soirée. Et merci encore.